Les bonnes surprises, si, c'est lorsqu'on voit les choses se faire et les intuitions qu'on a pu avoir pendant les études, lorsqu'on dessine, se révéler juste parce que le lieu se transforme et parce que finalement il est fidèle à l'image qu'on s'en projetait. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'autre soi, c'est quoi ? Pour cet épisode, nous allons nous intéresser au bâtiment patrimonial de l'autre soi et à sa rénovation. Et pour nous accompagner tout au long de ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie David, architecte chez Hamas. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bérangère. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivée sur ce projet ? Alors, un peu classiquement, comme pour beaucoup d'architectes lorsqu'ils veulent accéder à la commande, par le biais d'un concours, donc lancé par le GIE La Ville Autrement, et qui posait comme sujet la rénovation du bâtiment patrimonial du quartier nouveau de l'autre soi. Donc nous avons constitué une équipe avec l'entreprise Chazelle, puisqu'il s'agissait de concevoir et réaliser le bâtiment simultanément, et puis une équipe de maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études, d'autres architectes, une architecte d'intérieur, Sarah Degouy, un autre architecte avec la compétence patrimoine, François Brugel. Nous avons fait une proposition sous la forme d'une esquisse qui a été ensuite présentée au maître d'ouvrage, qui a fait l'objet donc de plusieurs échanges pour être mise au point. Et nous n'étions pas seuls puisqu'il y avait 4 équipes et on a eu la chance à la fin d'être lauréat grâce à notre proposition. Dès le début, les différents acteurs associés au projet ont eu un coup de cœur pour ce bâtiment et ils ont voulu le conserver. Pourtant, d'après ce que j'ai compris, il a été fortement dégradé par le temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'état dans lequel vous l'avez trouvé ? Donc lorsque nous avons pris connaissance du bâtiment, nous étions donc en 2019 et le bâtiment était à la fois dans un état un peu romantique on va dire d'usure et d'abandon, mais en même temps occupé par le CCO qui préfigurait les usages à venir et qui avait investi les lieux pour développer des projets artistiques, culturels. Donc il y avait ce mélange à la fois d'un bâtiment qui dans son état matériel était très dégradé, mais qui dans son usage était encore porteur d'une énergie, ou en tout cas une énergie ranimée grâce à cette occupation temporaire. Et c'est ce mélange qui donnait tout le caractère et qui a porté vraiment le travail de conception qu'on a pu mener, avec à la fois l'idée de garder cette poésie au lieu, la patine du temps, de faire quelque chose qui soit porteur de tous ces états successifs temporels, et en même temps quelque chose qui parle de l'avenir et des enjeux que souhaitait porter aussi Est Métropole Habitat en termes d'écologie, d'ambition sociale et solidaire. Comment vous avez procédé pour lui donner une nouvelle vie ? Alors pour lui donner une nouvelle vie, on a commencé par tout d'abord l'étudier très très attentivement lorsqu'on intervient sur un bâtiment existant. La première des choses à faire, c'est vraiment d'en faire le diagnostic, mais au sens très complet du terme. Qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui ne tient pas, en termes vraiment de matérialité, de structure, mais aussi quelles en sont les qualités de lumière, d'ambiance, quelles relations des espaces intérieurs sont intéressantes, quelles autres sont à repenser. Donc il faut passer du temps. Alors c'est vrai que ça a été une période un peu contrariée de ce point de vue, puisque nous étions en pleine période de confinement. Donc on a passé du temps avant, on a passé du temps à distance pendant le confinement à travailler sur ce projet. Et puis on y est revenu après très très fréquemment pendant la phase étude, et notamment pour tester des choses in situ. L'intérêt aussi qui nous a été offert par le principe de conception-réalisation, c'est qu'avec l'entreprise, on a pu, avant même de finir nos études, venir tester des choses. Est-ce que vous avez eu des bonnes ou mauvaises surprises lors des travaux et comment vous avez fait face ? Alors généralement pendant les travaux, c'est majoritairement des mauvaises surprises. Les bonnes, je ne sais pas si on peut... Alors les bonnes surprises, si, c'est lorsqu'on voit les choses se faire et les intuitions qu'on a pu avoir pendant les études, lorsqu'on dessine, se révéler juste parce que le lieu se transforme et parce que finalement il est fidèle à l'image qu'on s'en projetait. Et ça, c'est les bonnes surprises du chantier. Et puis les mauvaises, c'est forcément, là encore, les aléas d'un bâtiment qui est vieux de plus d'un siècle, qui est confronté à des phases d'inoccupation. Donc on sait que l'inoccupation n'est jamais bonne pour les bâtiments parce qu'ils se dégradent beaucoup plus vite. Donc les mauvaises surprises, c'est tout ce qui n'a pas tenu alors qu'on croyait que ça allait tenir. Alors les planchers qui ont dû être déconstruits, mais ça on le savait, on a essayé de les conserver, mais ça n'était pas le cas. Et puis par exemple, tous les doublages en briques qui habillaient les cloisons et qui sont tombés avec les planchers
plancher et que nous aurions voulu garder et qui ont occasionné finalement de réajuster le projet pour reconstituer cette enveloppe et cette peau intérieure qui a disparu avec les travaux de démolition intérieure. Et puis voilà, il y a eu aussi d'autres moments comme ça où il faut faire face, mais c'est un peu le jeu et en tout cas la compétence du travail de l'architecte et des bureaux d'études sur des bâtiments existants. Dans un précédent numéro, nous avons évoqué le réemploi sur l'autre soi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi il a consisté sur ce bâtiment ? Alors sur ce bâtiment, S Métropole Habitat, dans son cahier des charges qui était donné donc au concepteur, avait déjà énormément préparé le travail, donc avait souhaité mettre cette question du réemploi en avant et avait fait faire un diagnostic ressources par Bellastock, Mineka, c'est-à-dire que d'autres avant nous étaient venus identifier ce qui dans le bâtiment pouvait faire l'objet d'une dépose et d'une repose dans le cadre du projet, soit pour nous, soit pour d'autres. Et puis on avait identifié ce qui pouvait aussi provenir d'autres gisements externes au projet. Donc on avait un cahier des charges qui était quand même assez défini et très ambitieux parce qu'habituellement le réemploi jusqu'à présent est plutôt sur une filière. On va réemployer par exemple des planchers techniques pour des bureaux. Là, le réemploi portait vraiment sur tous les domaines de la construction, que ce soit des luminaires, que ce soit des revêtements de sol, que ce soit de la brique, des radiateurs en fonte. Donc il y avait vraiment un panel de matériaux qui était extrêmement varié, des lavabos, de la faïence. Donc nous avons dû au fur et à mesure nous adapter à la fois aux possibilités de réemploi parce qu'entre ce qui était identifié et ce qui s'est révélé possible, j'en parlais au début, il y a eu des petites déconvenues, des matériaux qui se déposent pas facilement, qui cassent. Donc on a identifié comme à réemployer, mais qui cassent et qu'on ne peut plus réutiliser. Et puis d'autres qui sont arrivés de manière imprévue, comme les parquets de la démolition des immeubles de Croix-Luiset, qui sont arrivés en cours de chantier qu'on a intégrés au projet. Et vous en aviez déjà fait du réemploi ? Alors c'était une première et surtout à cette échelle-là. Après, je pense qu'on est sensibilisé, on va dire, à l'économie de matière, à l'économie de ressources. Et je crois pouvoir dire que dans nos projets précédents, on avait à cœur de regarder ce qui pouvait être conservé sans être transformé. Là, un côté nouveau pour nous, ça a été de poser comme des matériaux neufs, mais des matériaux déjà usagés. Composer avec finalement de la seconde main, si on peut dire, et de fabriquer des ambiances intérieures qui soient cohérentes, qui soient agréables et qui ne renvoie pas à l'idée de quelque chose de bricolé ou finalement de moins qualitatif. C'est faire avec le réemploi quelque chose qui soit valorisant et qui finalement arrive à donner une esthétique qui du coup est peut-être un peu plus affirmée et un peu plus présente que les matériaux très neutres et très standardisés du commerce et de l'industrie. Vous avez d'ailleurs fait un livre sur le sujet, il me semble. L'art d'accommoder les restes. Je pense qu'on a été quand même tous très marqués par cette expérience qui était nouvelle, avec un bâtiment avec une mémoire très forte, avec des enjeux environnementaux et sociaux très forts, avec un collectif, maître d'ouvrage, entreprise, architectes et bureaux d'études. Et on a eu envie de témoigner de ce que ça changeait pour nous architectes. Alors là, pour le coup, le livre parle vraiment de notre point de vue d'architecte et ce que cette question du réemploi, mais pris au sens large, parce que c'est d'abord le réemploi d'un bâtiment, le recyclage d'un bâtiment avec un nouveau programme, c'est le réemploi de matériaux, c'est la réinsufflation de nouveaux usages. Donc il y a un re qui se décline à différents niveaux. Et on a eu envie d'en parler pour parler de ce que ça peut finalement créer de nouveau pour l'architecture elle-même et pour les architectes. Quelle esthétique, quel sens on peut donner, comment on travaille sur l'idée du beau, comment finalement les bâtiments qu'on conçoit peuvent parler des enjeux de notre époque, proposant justement des ambiances et des manières de faire un peu différentes. Donc ça a été l'occasion de faire ce point-là avec un livre où les dimensions poétiques et puis optimistes sont présentes et qu'on peut les partager. Donc vous avez décidé de conserver l'ensemble du bâtiment. À une exception près, vous avez remplacé la rotonde par une serre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors ce choix, il a fait l'objet de beaucoup de débats et il était présent dès le concours. Donc on sait qu'il y a toujours un petit risque lorsqu'on propose quelque chose d'un peu singulier qui va se démarquer. C'est que soit ça va plaire, soit ça va ne pas plaire. Fort heureusement pour nous, ça a majoritairement plu aux membres du jury. Néanmoins, il a fallu la défendre et le débattre. D'abord même en interne parce que en mettant le réemploi
réemploi en avant, la première question qui se pose, c'est pourquoi détruire pour reconstruire? Puisque le premier des réemplois, c'est de conserver les choses à leur place et de faire avec. Et pour nous, il était quand même inconcevable, un siècle après la construction de cet édifice, avec finalement la fin de l'ère industrielle, l'arrivée de cette nouvelle ère qu'on pourrait appeler anthropocène, de ne pas témoigner de ce basculement et des enjeux de cette époque. Et que finalement, 2024 amène lui aussi sa contribution à l'histoire longue de cet édifice. Et la serre était à la fois un élément d'architecture suffisamment transparent, suffisamment léger pour ne pas entrer en concurrence avec le bâtiment patrimonial et qui en même temps ouvrait cette transparence au parc, permettait au végétal et finalement à toute forme de vie, à la question du vivant, d'être convoqué aussi au cœur du bâtiment patrimonial. Et comme il se trouvait que par ailleurs la rotonde était très endommagée, les bétons étaient à refaire, de toute façon on savait qu'il y avait une très lourde intervention. Okay. Et le bilan au final était quand même pas si défavorable que ça. Il y avait du tiers-lieu et l'atmosphère très singulière entre dedans et dehors de cette serre amène vraiment cette idée du renouveau tout en s'effaçant et devant l'architecture patrimoniale. Il y aurait énormément de choses à rajouter, mais le format pas d'écoute dans ce qu'il est, je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, ça pourrait durer très longtemps. Merci Stéphanie. Merci. Le mois prochain, nous rencontrerons Fabien Marquet, responsable culture et mise en œuvre des droits culturels au CCO La Rayonne. Avec lui, nous échangerons sur l'occupation transitoire et l'activation du site avec les habitants, artistes et associations. Vous avez écouté L'autre soi c'est quoi, le podcast de L'autre soi.